Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de UNIT, le podcast dédié aux énergies vertes. Je suis Marianne Montiel, merci d'être avec nous et ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler agrivoltaïsme, une pratique qui est en plein développement en France et que nous avons déjà abordée à plusieurs reprises sur le podcast. Installer des panneaux solaires sur une terre agricole en activité, c'est quelque chose qui fait débat et qui pose de nombreuses questions. Alors, entre opposition affirmée à l'agrivoltaïsme et inquiétude légitime, il est parfois difficile de démêler le vrai du faux, et ceci d'autant plus que nous sommes nombreux à mal connaître cette typologie d'installation solaire. Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir pour cet épisode Louise de Sèze, qui travaille comme chargée de projet photovoltaïque et agrivoltaïque chez UNIT et qui va nous aider à y voir un peu plus clair. Bonjour Louise. Bonjour Marianne. Merci beaucoup à toi d'être avec nous. C'est la première fois que tu viens sur le podcast. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter ? Quelle est ta formation et quel est exactement le poste que tu occupes aujourd'hui au sein d'UNIT ? Alors, je suis chargée du développement de projets photovoltaïques chez UNIT depuis bientôt 1 an maintenant. Je suis issue d'une formation d'agronome qui trouve toute son utilité dans les projets agrivoltaïques qu'on développe. En effet, puisque si tu te spécialises en partie sur les projets agrisolaires, c'est en effet très utile et tu vas pouvoir répondre, je l'espère, à toutes mes questions. Première chose, afin qu'on ait les idées bien claires, est-ce que tu peux, en quelques mots, nous redonner la définition de l'agrivoltaïsme ? En fait, de quoi on parle ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, quand on parle d'agrivoltaïsme, on ne fait pas référence à des panneaux photovoltaïques sur bâtiments agricoles, mais bien à des panneaux au sol. Donc le principe est assez simple, c'est de faire cohabiter sur une même parcelle une production agricole et une production électrique en synergie. Donc, la pratique, elle est maintenant encadrée par la loi APER, c'est une loi qui date de mars 2023, et les décrets d'application, eux, sont sortis qu'en avril de cette année. C'est une loi qui a notamment réaffirmé que l'activité principale de la parcelle devait bien être agricole et non électrique. Alors, comme on l'a dit en introduction, l'agrivoltaïsme, c'est quelque chose qui est assez clivant. Ça suscite de l'inquiétude, il y a de la méconnaissance également. Et donc, j'aimerais beaucoup, Louise, te faire réagir en fait à certaines choses que moi, j'ai pu voir passer, que ce soit sur Internet ou que j'ai pu, par exemple, entendre dans la bouche des opposants à l'agrivoltaïsme. Parce que je voudrais simplement avoir ton ressenti sur ces choses-là, que tu puisses me dire si c'est vrai, si c'est faux, s'il faut nuancer et tout simplement remettre un peu les choses en place. Alors, la première chose qu'on entend beaucoup quand on parle de panneaux solaires sur terre agricole, c'est cette réaction qui peut sembler parfaitement sensée, qui est de dire, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas laisser les terres agricoles tranquilles ? Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas plutôt par couvrir les toitures, les friches, les bâtiments industriels et les parkings notamment ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se contenter de ces choses-là ? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on fasse de l'agrivoltaïsme ? Tu as raison, c'est la démarche qu'il faut suivre. Donc on s'installe d'abord sur des zones déjà anthropisées. Quand je parle de zones anthropisées, je pense aux installations de stockage de déchets inertes, par exemple, ou d'anciennes carrières qui ne sont plus exploitées aujourd'hui. Tu parlais aussi de parking. Ça, c'est le cas aussi. La loi APER, elle rend obligatoire l'implantation d'ombrières photovoltaïques sur les parkings de plus de 1500 mètres carrés. Et ensuite, il faut aussi s'installer sur des toitures lorsque c'est possible. Mais les potentialités en toiture, elles sont à mettre en regard avec certaines contraintes techniques qu'on a, comme le degré d'inclinaison du toit, par exemple, l'exposition, la capacité de la charpente à soutenir les panneaux. Les projets agrivoltaïques, eux, portent une autre dimension. C'est vraiment qu'il y ait une synergie entre agriculture et électricité. Et donc, on n'est plus juste sur l'usage unique d'un foncier, juste parce qu'on ne peut plus l'utiliser autrement. Il y en a même qui vont jusqu'à dire de façon un petit peu extrême que finalement, ça serait peut-être plutôt les villes qui devraient porter le poids de la production énergétique, étant donné que ce sont elles qui consomment le plus. Comment ça te fait réagir, ce type d'argument ? On pourrait leur répondre que le cœur du débat, il n'est pas dans l'opposition entre ville et campagne. Pour rappel, en France, on est dépendant à 60% des énergies fossiles, avec majoritairement du pétrole et du gaz qu'on importe. Et donc, pour sortir de cette dépendance, il va falloir de toute façon électrifier les secteurs avec, pour mot d'ordre, sobriété et efficacité énergétique. Ça, c'est vraiment le postulat de base. Et donc, plutôt, est-ce que l'agriculture est concernée par cette question de l'énergie ? Je pense que oui. L'énergie en agriculture est souvent considérée comme un enjeu secondaire, alors qu'en fait, elle devrait être au centre des préoccupations, ne serait-ce que par ses conséquences économiques pour les exploitations agricoles et ses liens avec le changement climatique.
L'agriculture est consommatrice d'énergie fossile, de façon soit directe, je pense au fioul ou au GNR, à l'électricité, ou de façon indirecte. Là, je pense plutôt aux énergies qui sont consommées pour la fabrication des engrais. Les prix des énergies fossiles influencent les coûts de production agricole. En 2022, on a eu une envolée des produits énergétiques et des engrais, et ça avait abouti à une augmentation directement des prix de production de 20% en France. Il y avait des agriculteurs qui ont vu leur contrat d'électricité multiplié par 10, donc le prix du kilowattheure multiplié par 10 en heure pleine sur cette période de septembre à octobre 2022. Ouais, c'est colossal. Donc finalement, on ne peut pas exclure les défis et les enjeux énergétiques de tout ce qui est agriculture. Il faut forcément chacun fasse sa part du travail. Puisqu'ils sont surtout directement concernés et les premiers souvent impactés par l'envolée des prix de l'énergie. D'accord. Alors, d'accord sur le principe, mais est-ce que, Louise, d'un point de vue purement pratique, concret, logistique, comment est-ce que des éleveurs, des agriculteurs peuvent travailler efficacement dans leurs champs, dans les prairies, etc., avec des panneaux au sol ou des ombrières installées au-dessus? Comment ça fonctionne concrètement? Tout est dimensionné pour être compatible. Donc les engins agricoles peuvent passer et parfois on va même dans le sens d'une amélioration de l'outil en modernisant par exemple des volières. Donc dans le cas d'ombrières photovoltaïques sur des élevages de gibier, je ne sais pas si tu vois exactement à quoi ressemble un élevage de gibier, mais souvent ce sont des filets en fait qui sont posés assez proches du sol avec quelques pieux qui soutiennent ce filet-là. Là on fait des structures plus hautes qui permettent plus d'espace pour les animaux et aussi une meilleure qualité de travail pour les salariés sur l'exploitation. C'est au moment justement du design de la centrale photovoltaïque qu'il est important d'avoir un vrai dialogue avec les exploitants avec lesquels on porte les projets. C'est essentiel, c'est eux qui vont opérer sur ces sites pendant plus de 30 ans et donc il faut que l'outil soit totalement adapté à leurs pratiques. Donc on parle vraiment une nouvelle fois de dialogue et finalement c'est un compromis, j'imagine, qui est construit, qui est fait entre les deux productions et entre l'énergéticien d'un côté et l'agriculteur de l'autre pour permettre que ça marche des deux côtés. Exactement. D'accord. Donc il est essentiel vraiment de construire cette centrale en bonne intelligence, c'est ce que tu es en train de nous dire, pour permettre justement la meilleure synergie possible. Sur le sujet des volières, d'ailleurs, j'invite les auditeurs qui s'y intéresseraient à écouter un de nos épisodes spécifiquement consacrés sur les volières photovoltaïques. On a eu un épisode notamment avec Sidi Dafé et également avec Augustin Dautelan. Alors, très bien. Mais Louise, alors finalement, les panneaux solaires, ils utilisent le rayonnement du soleil pour produire de l'électricité. Est-ce qu'il n'y a pas concurrence entre ces panneaux solaires et les cultures qui sont amenées à pousser sous les panneaux solaires ou entre les panneaux solaires? Est-ce que des grandes cultures comme, je ne sais pas, le blé, le colza, le seigle, etc., mais aussi tout ce qui va être fruits quand on parle de maraîchage, par exemple, est-ce que ça pousse réellement? Est-ce que ça peut pousser? Et est-ce que les rendements, finalement, ne sont pas affectés par la présence des panneaux sur les champs? Il y a des cultures qui aiment plus ou moins l'ombrage et c'est d'ailleurs l'objet de nombreux projets pilotes qui testent différentes cultures et différentes variétés sous panneaux. Mais la première réponse que je pourrais t'apporter, c'est une réponse agronomique à l'échelle de la plante. Les plantes, donc, elles font de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est le processus par lequel elles synthétisent de la matière organique en utilisant à la fois de l'énergie lumineuse, de l'eau et du CO2, du dioxyde de carbone. Et donc, peu de plantes sont capables de valoriser la totalité de l'énergie lumineuse. Les besoins de lumière des plantes, elles dépendent aussi de leur stade de croissance. Typiquement, avant la germination, le besoin est très faible. Et puis, ces besoins vont crescendo au fur et à mesure du développement foliaire. Et ça atteint son maximum au moment du remplissage des grains et des fruits. Et donc, on définit souvent pour chaque plante un PAR, un PAR. C'est l'acronyme anglais pour dire rayonnement photosynthétique actif. C'est un peu le point de saturation lumineuse au-delà duquel la photosynthèse plafonne, disons. En fait, le rendement n'est pas une fonction linéaire de la luminosité. Et donc, le but, c'est vraiment de réussir à partager cette ressource lumineuse pour à la fois faire bénéficier la production agricole, mais aussi la production électrique. Donc ça, c'était vraiment une réponse à l'échelle de la plante. Et à l'échelle de la parcelle, c'est plutôt le taux de couverture qu'on va regarder et auquel il faut faire attention. Et ça a fait l'objet de nombreux débats. Les décrets imposent 40% de couverture maximum. Quand je parle de couverture, c'est vraiment la surface de panneaux qui couvre la centrale photovoltaïque. Et donc, les décrets imposent 40% de couverture maximum.
Mais ça ne veut pas dire qu'il faut essayer d'atteindre coûte que coûte cette couverture-là. Voilà, c'est vraiment à réfléchir au cas par cas. Et enfin, il ne faut pas oublier que les panneaux apportent quand même des avantages. Un des premiers avantages qui me vient en tête, c'est vraiment la réduction du stress thermique chez les animaux. Par exemple, une vache laitière à partir de 23 degrés et une humidité de 40%, on s'aperçoit déjà qu'elle a des signes de stress thermique, avec une diminution de la prise alimentaire et donc une diminution de la production laitière. Dans le cas des volailles, les volailles n'ont pas de glande sudoripare, donc la thermorégulation est un peu différente. Dans ce cas-là, il faut les protéger de la chaleur. D'accord, mais alors quels sont les risques justement pour les animaux d'élevage ? Est-ce qu'ils ne peuvent pas se blesser, par exemple au contact des panneaux, au contact des câbles qui pourraient pendre dans la centrale ? On entend aussi beaucoup dire que les ondes électromagnétiques pourraient être néfastes pour les cheptels. Est-ce que c'est vrai tout ça ? Et bien, pour les élevages ovins, UNIT travaille avec la FNO, donc la Fédération nationale ovine, pour essayer de trouver les bonnes solutions. Et là, on commence à avoir de bons retours d'expérience grâce à eux. Donc les problèmes qui ont eu lieu et dont tu parles là, ce sont surtout sur des sites où il y a de l'éco-pâturage. Donc c'est des sites qui n'ont pas été dimensionnés exprès pour accueillir une production agricole en dessous. L'éco-pâturage, c'est juste de l'entretien de site et de l'entretien de centrale. Et donc c'est dans ces cas-là souvent que les animaux se blessent puisque les panneaux sont trop bas, les câbles ne sont pas forcément protégés. Mais nous, sur nos centrales, tout est dimensionné de manière à ce qu'il n'y ait pas de blessures, que ça n'occasionne pas de blessures pour les animaux. On revient à ce que tu as dit un petit peu plus tôt sur le bon dimensionnement et le travail qui doit se faire entre l'agriculteur, l'éleveur et l'énergéticien à la base. Tout à fait. Et sur la question des ondes ? Les panneaux photovoltaïques n'émettent pas d'ondes électromagnétiques en eux-mêmes, c'est plutôt les onduleurs qui en émettent. Jusqu'à maintenant, aucune étude n'a montré d'impact sur le développement ou la reproduction des animaux qui sont soumis à un faible champ électromagnétique. Donc ça, c'est le cas sur nos centrales. Maintenant, je pense que plus tard, il faudra mener des études sur le long terme. Il y a une autre critique qui revient très souvent, et qu'on voit beaucoup passer, c'est le fait que les centrales vont détruire les sols. On parle parfois de câbles électriques qui sont enterrés un peu partout, on parle de béton, on parle de voies d'accès qui vont être construites également tout autour. Finalement, l'énergéticien, il s'engage évidemment à démanteler la centrale en fin d'exploitation, mais dans quel état est le sol après 20-30 ans de tous ces éléments dans la terre ? Les câbles, ils sont localisés. Il n'y en a pas partout sur la centrale. On n'utilise pas de béton, donc c'est le but en tout cas. C'est les études géotechniques qui nous confirment si on doit utiliser du béton ou pas. Et dans le cas de projet ovin dont on parle depuis tout à l'heure, c'est vraiment les pieux battus qui sont privilégiés. Un pieu battu, donc c'est un pieu qui est directement enfoncé dans le sol. Idem pour les voiries, surtout dans le cas de projets agrivoltaïques, on en fait le moins possible, de manière à ce qu'il y ait le moins de surface artificialisée. Et tu parlais aussi de l'état de la terre. Il y a toujours de la vie dans la terre, surtout quand il y a de l'élevage, il y a du fumier, donc le sol continue à vivre, il n'y a pas de raison. En revanche, c'est plutôt en phase de chantier qu'il faut veiller à protéger un petit peu la prairie, à ne pas l'abîmer. Donc on fait assez attention pendant cette phase de construction à utiliser des engins à chenilles pour ne pas faire d'ornière, par exemple. Et puis cet état du sol et puis cette phase chantier font partie intégrante de l'étude d'impact environnemental qu'on mène pendant un an sur nos projets. De la même manière, on suit la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, pour ce volet-ci. Ensuite, il y aura aussi un suivi agronomique qui sera obligatoire. Et donc, pour le coup, on a une obligation de résultat. Et qui s'occupe de la centrale une fois qu'elle est construite ? Je veux dire, s'il y a un problème, si les panneaux ne fonctionnent plus, est-ce que l'agriculteur ne risque pas de se retrouver avec une installation qui prend beaucoup de place sur son terrain et finalement d'être un peu livré à lui-même en cas de problème ? Alors, la maintenance, elle est à la charge du développeur. Chacun son métier. L'agriculteur mène son activité agricole sous les panneaux, mais ne se préoccupe pas de tout ce qui est électrique. En revanche, c'est vrai que c'est l'agriculteur qui sera très souvent sur le site. L'agriculteur peut appeler le gardien de centrale, par exemple, s'il détecte une anomalie, mais c'est vraiment le gardien de centrale et les équipes de maintenance qui opéreront sur le volet électrique. Alors, il y a aussi beaucoup de gens qui s'inquiètent, par exemple, en cas de tempête, en tempête de grêle, par exemple, que les panneaux vont se casser facilement. Quelles sont les conséquences si on se retrouve avec du bris de verre photovoltaïque qui viendrait tomber dans les prairies ou dans les champs ? Donc les panneaux sont étudiés et construits pour résister aux rafales de vent, aux chutes de neige, etc. Mais c'est vrai que dans le cas de la grêle, il peut y avoir de la casse.
Nous, chez Unit, on n'a pas eu le cas pour le moment, mais certains développeurs ont fait face à ce genre de soucis-là. Mais souvent, quand le panneau casse, en fait, c'est plus comme un impact sur un pare-brise. Le verre ne vole pas en éclats partout. D'accord, donc c'est pas du tout l'image qu'on pourrait avoir justement de quelque chose qui explose et qui part dans tous les sens, c'est plus, comme tu expliques, un impact de pare-brise. Je suppose que ça peut arriver, mais nous, on n'a pas eu le cas. Et c'est plus souvent un impact de pare-brise, quoi. D'accord. Alors, l'une des grandes craintes du milieu, enfin du monde paysan, c'est de voir finalement aussi leur métier disparaître et les terres agricoles aussi être accaparées pour d'autres usages. D'autant plus que les prix du foncier agricole ont tendance à exploser ces dernières années. Alors, quand on parle d'agrivoltaïsme et qu'on écoute les réactions, notamment des syndicats, de plusieurs syndicats agricoles, on entend souvent beaucoup de colère. Pour certains agriculteurs, accepter de mettre des panneaux dans leurs champs, c'est au final augmenter aussi leur dépendance vis-à-vis des banques ou des industriels. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce genre de choses? Alors ces craintes pour le monde paysan, on les entend, hein, elles sont réelles, mais ça avec ou sans agrivoltaïsme. Dans 5 ans, plus de la moitié des agriculteurs auront atteint l'âge de départ en retraite et il est souvent difficile pour eux de retrouver donc des repreneurs. Il y a peu de jeunes qui s'installent. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord parce que le métier est contraignant et ensuite pour ceux qui sont toujours motivés et qui veulent s'installer, l'investissement de départ est colossal, hein. Depuis les années 50, les exploitations ne font que grossir. Donc les SAU, la surface agricole utile des exploitations, ne fait que grossir. Et donc ça représente un investissement financier pour racheter ces exploitations et les bâtiments qui vont avec. Donc concernant l'augmentation du prix du foncier, il y a déjà cette inquiétude de base. Et ensuite, l'agrivoltaïsme peut en effet accentuer le problème si les loyers qu'on octroie sont délirants. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment encadrer la pratique. Les chambres d'agriculture et les associations d'agrivoltaïsme travaillent en ce moment sur la question du partage de la valeur, justement pour qu'il y ait des retombées pour tous. Tu avais une crainte vis-à-vis de la dépendance vis-à-vis des banques. Cette crainte n'est pas avérée, hein. C'est Unit qui finance la totalité de la centrale. L'agriculteur n'a aucun prêt à contracter ou d'argent à avancer. Et donc, ça n'augmente pas sa dépendance vis-à-vis des banques. C'est en effet le business model d'Unit que vous défendez. Vous investissez, c'est vous qui construisez, qui développez et qui construisez la centrale et vous vous rémunérez ensuite sur la vente de l'électricité. C'est ça. Alors, question toujours par rapport aux agriculteurs, est-ce que tu peux bien me confirmer que si on a des panneaux solaires et qu'on produit de l'énergie sur un champ, est-ce que l'agriculteur touche toujours les aides de la PAC? Ta question est légitime, hein, puisqu'il y a 2 ans, ça n'était pas le cas. Mais depuis le passage de la loi, dans le cas où la centrale est bien reconnue comme agrivoltaïque, eh bien, les agriculteurs toucheront toujours les aides de la PAC. Enfin, je ne peux pas ne pas te parler de l'impact visuel et paysager des centrales et notamment des ombrières qui sont installées dans les champs. L'agrivoltaïsme, finalement, est-ce que c'est pas un petit peu la fin d'un paysage rural un petit peu fantasmé, traditionnel? Est-ce qu'on doit maintenant se préparer à avoir une campagne et des champs recouverts de panneaux solaires? L'agrivoltaïsme n'a pas vocation à venir s'installer sur l'ensemble de la SAU française. On entend souvent que les campagnes vont être recouvertes de panneaux, mais non, c'est pas l'objectif. Pour répondre aux objectifs de la PPE, il suffirait seulement d'1% de cette SAU. Et à titre de comparaison, les agrocarburants, eux, représentent 2,6% de cette SAU. Pour le coup, il y a une vraie compétition directe avec l'alimentation. Tu parlais aussi de l'impact paysager. Alors là, oui et non, hein. Le volet paysager, il est évidemment abordé quand on conçoit nos centrales, notamment dans l'étude d'impact environnemental. Le but, c'est vraiment que ça s'intègre au mieux dans le paysage. Ça peut se faire au moyen de haies paysagères, notamment. On essaie de travailler avec des pépiniéristes locaux. On se rapproche des chambres qui, elles, ont cette compétence-là, histoire de mettre des haies qui ne seront pas dévastées au premier pathogène qui arrivera. Et Louise, sur une note plus personnelle, toi qui travailles justement dans ce secteur, est-ce que tu vois l'avenir de ces projets avec optimisme? Alors moi, j'ai beaucoup d'attentes de ces projets. On est encore au début de l'agrivoltaïsme. Cette conception du volet agricole sur une centrale photovoltaïque, ça nécessite de vraiment co-développer le projet avec les exploitants. La filière se doit de sortir des projets qui sont irréprochables ou en tout cas le plus cohérent possible. Donc on est vraiment dans le concret, au contact des agriculteurs avec lesquels on porte nos projets. Et ça, c'est quelque chose qui me motive beaucoup chez Unit.
Super. Merci beaucoup, Louise, vraiment d'avoir répondu à toutes mes questions, même les plus farfelues, d'avoir pu nous donner un peu plus d'informations sur ces projets qui sont en plein développement. Avec plaisir. Pour ce qui est du groupe UNIT, le groupe développe, construit et exploite des centrales depuis plus de 37 ans, qu'elles soient photovoltaïques, éoliennes, hydroélectriques ou agrivoltaïques, comme ce dont nous venons de discuter. Si vous qui nous écoutez, vous êtes propriétaire d'un grand terrain, d'une toiture, d'un parking de bonne dimension ou d'un terrain agricole, vous pouvez nous contacter aux coordonnées en commentaire. En attendant, abonnez-vous au podcast pour en savoir plus sur l'avenir de l'électricité verte.